Alors, en gros, je suis d'une famille de la moyenne bourgeoisie, c'est-à-dire d'une famille qui a été une famille du côté de mon père, qui est un peu étiolé, mais qui était une famille paysanne, on peut dire. Du côté de ma mère, c'est une famille de maçons de la Creuse, de compagnons du devoir. Je ne dirais pas qu'on se prend pour plus grand qu'on est, mais oui, c'est-à-dire qu'on est au moment où ma famille a une loge à l'opéra, à table, on s'ennuie beaucoup. Après-guerre, je me souviens, l'ambassadeur du Shah d'Iran, qui bientôt ne sera plus ambassadeur, on a le président de la Cour de cassation, on a etc. Parce que ma mère est très là-dessus comme ça. Mon père, c'est un type merveilleux, mais comme c'est un aventurier, un militaire dont la carrière est très floue, très compliquée, j'y reviendrai souvent dans mes bandes dessinées militaristes, ou plutôt militaires, car il n'était ni militariste ni antimilitariste. C'est peut-être par respect pour mon père. On ne sait jamais ses missions, ce qu'il fait exactement. Quand il est avec nous, il est formidable, mais on ne le voit pas beaucoup. Donc cette famille bourgeoise, elle va avoir peur que je fasse mes études à Livry-Gargan. Donc dès la 9e jusqu'à la terminale, je serai au collège de Juilly, collège oratorien qui a disparu depuis, où on est dans la moyenne et la grande bourgeoisie, là par contre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien le fils du chanteur des pantoufles, où sont passés mes pantoufles, touf, touf, Jean Constantin, écrit avec Nougaro, que deux fils d'Ormesson, que le fils du président Sangor. Au collège, je suis assez peu liant. Hein. C'est-à-dire que j'ai décidé, par chance, que les livres, les bandes dessinées, tout ça à égalité, étaient plutôt mes centres d'intérêt. Donc si j'ai une heure de récréation, eh ben, je vais essayer de trouver un coin tranquille, si on me fait casse pas les pieds. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Et ce qu'il va y avoir de très très étonnant, c'est que à un moment où je commence à être un peu perdu au collège, parce que j'en ai marre, parce que le collège, quand je commence, c'est encore l'époque où on a la messe le matin avant les cours, où on fait le salut au drapeau, mais ça ne me fera pas de mal pour l'avenir, ça m'apprendra à vivre en société, en vivant à côté des autres, mais pas forcément en participant. Et puis ça va me faire mon imaginaire, parce que quand on se réfugie dans les livres, eh bien, par simple liaison d'idées. Alors, les livres, c'est au collège, les bandes dessinées, c'est quand je suis en week-end chez mes parents. Parce que les bandes dessinées ont un défaut pour un garçon de 8, 9, 10, 12, 14 ans, c'est qu'elles se lisent un peu vite. Alors, je préfère emmener au collège les gros romans et les bandes dessinées, je les regarde le week-end. Et puis, en plus, au collège, parfois, quelqu'un veut vous échanger. Il risque pas de me piquer Dostoïevski ou Sandra. Par contre, si j'avais une sidérale de chez Artima, on va me le rendre en torchon. Donc non. Alors Jean Boulet, pour moi, il est le premier, comment pourrais-je dire, le premier passeport qu'on me délivre avec un visa pour aller voir ailleurs. C'est-à-dire que Jean Boulet me parle comme un adulte, me dit des phrases définitives, comme la phrase de Cocteau, dont je ne sais pas à l'époque quel est Cocteau, il n'y a pas de bons ni de mauvais livres, il n'y a pas d'auteurs populaires et d'auteurs élitistes, il y a juste des gens qui puissent plus ou moins profondément dans l'inconscient. En fait, c'est une phrase de Cocteau en préface du mystère de la Chambre jaune. Mais Boulet va vraiment... Alors, je vais croiser plein de gens là-bas, Sadoul, Guamard, d'autres, etc. Et chez Boulet, comme c'est une caverne au trésor, qui dit oui, mais attendez, la bande dessinée d'Aldon McWilliams, l'auteur de Terre Jumelle, où il a fait Dracula, qui est un pocketbook, c'est la seule fidèle. Je dis pourquoi? Il dit bah, c'est le seul où Dracula a sa moustache. Et c'est le seul où il grimpe sur les murs. Et cette BD parue en livre de poche d'Aldon McWilliams, c'était prodigieuse. Et je croise là-bas beaucoup de jeunes gens de mon âge. Et donc, dont Jean-Claude Gall, qui vient acheter du Hogarth. Et on a l'impression de faire partie d'un cénacle. Alors, je ne suis pas. Faudrait demander ou à Druyer, ou à Boris Bergman, ou à d'autres, parce que j'ai pas connu le tout début de Boulet. Je suis jamais allé chez lui quand il projetait des films d'horreur. Je l'ai découvert à sa boutique. Boulet dit des bêtises. Parce que, par exemple, si une revue est catholique,
ça peut être Fillette ou autre, il y a du Calvo, du Jobé Duval, il dit ça ne vaut rien. Si elle est communiste, à l'exception de Poivet qu'il tolère, il dit ça ne vaut rien parce que c'est communiste. Alors, il a ses partis pris. Mais très vite, on apprend que ces partis pris, on peut faire sans ou avec. Moi, je ne suis pas fâché avec Boulet. Quand il me dit c'est très très mauvais, toutes les revues comme Âme Vaillante, Cœur Vaillant, j'ai bien repéré 2 ou 3 BD bien que j'achète quand même. Voilà. Et Boulet, il va en plus me rendre écrivain sans le savoir. C'est-à-dire que je vais lui dire 2 ou 3 fois des trucs précis que j'ai repérés. En disant, tiens, tel dessinateur italien, Kurt Caesar, quand il fait une bande dessinée dans l'Aventureux, il y a 2 planches qui sont exactement les planches de Raymond de Flash Gordon, sauf qu'il a d'abord inversé les personnages, et beaucoup plus compliqué que ça, c'est qu'il a remplacé le héros par une héroïne. C'est Dale Arden est devenue devant, et c'est plus opératique. Et notre aventure va durer 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, je vais aller voir Boulet, et il va me dire, vous savez que les Rolling Stones, c'est prodigieux. Bon, je les ai vus en Angleterre il y a 3 ans. Si c'est pour m'entendre dire ça, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais un peu quitter Boulet, dont j'ai fait le tour. Mais ça a été une influence déterminante. Ah, les 3 Jacques, oui, c'est vrai que c'est un peu ma vie, c'est un peu frère Jacques. Mais en tout cas, Guamard, je me souviens extrêmement bien. Et dans mes mémoires, dans la réédition, je changerai de ligne, parce que ça a été beaucoup plus drôle que ce qui est raconté dans le livre. Il y a une ligne qui est disparue. Elle reviendra. Donc, je fais fac de lettres, je fais fac de droit, et je fais l'école supérieure de journalisme de Saint-Germain-des-Prés, de l'église qui a disparu. Je ne finirai que l'école supérieure de journalisme. Mais je vais aller au cours de Guamard. C'est l'unité de valeur bande dessinée. Alors, l'unité de valeur bande dessinée, je me dis, normalement, je passe le doigt dans le nez. Donc j'y vais, j'arrive en cours, et Guamard a devant lui un numéro de Phoenix, où j'ai fait un article, qui n'est pas encore une interview, je le ferai plus tard, de Joe Kubert, qui est quand même un des rares dessinateurs à l'époque américain qui dessine et qui encre. Donc il raconte en gros mon article sur Kubert. Bon, à la fin du cours, je vais le voir, il est très très impressionnant, hein. L'air d'un César, avec sa cravate comme ça, son costume croisé, une espèce de type, on voit qu'il dirige la Sorbonne, qui dirige Presse Pocket, qui dirige les pages culturelles du Monde, donc il me dit, je dis, excusez-moi, monsieur Guamard. Il me dit, oui. Je dis, eh bien, monsieur Guamard, je vais vous faire part de quelque chose d'un peu cocasse. C'est que l'article que vous venez d'étudier, j'en suis l'auteur. Alors il se recule comme ça, il fait, écoute, le plus simple, c'est qu'on se tutoie, puisque nous sommes collègues, et nous partons pour une amitié très très longue, puisque lui va me rejoindre aussi bien à la télé, quand on fera l'émission L'Impeccable, qu'il va me rejoindre à Métal Hurlant, où il fera le plus grand article jamais publié sur le rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il dira, on m'a donné 5 disques, les résidents, Dire Straits, Mike Oldfield. Oui, moi j'en trouve qu'il y en a un pas mal, c'est les résidents, il y a un petit côté Eric Satie, mais les autres, comment on peut se mettre dans un état pareil pour frapper toujours sur le même clou? Et cet article sur le rock est une dévastation. Là. Il était d'une culture prodigieuse, il était venu d'une culture générale très très forte, mais en même temps il adorait la bande dessinée, la science-fiction et tout, mais il arrivait avec son bagage qui était lourd. Et donc les types qui étaient en face, qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre? Alors, Guamard, c'est Guamard, il dirige Presse Pocket. Chez Druyer, Gare du Nord, l'appartement qui me paraît gigantesque, qui est minuscule, il y a les 2 Jacques, il y a Sadoul. Alors, ils sont concurrents. Sadoul est assez snob, avec son accent du sud-ouest. Le foie gras, je l'ai ramené de ma propriété. Et lui, il dirige J'ai lu, qui s'est appelé Diti Savant. Alors lui, c'est pas pareil. Lui, c'est un fou d'Amérique. Il a, dans une grange qui doit toujours exister, sa fille là, il a tous les pulps. Il a tous les comics des origines aux années 55, y compris Planet Story, tout ça, etc. C'est de la folie. Alors, lui, son approche est inversée, puisqu'il va faire des anthologies des meilleurs récits de Astounding Stories ou d'autres revues pulps, mais en allant chercher des auteurs que plus personne ne connaît et qui parfois n'ont fait qu'une seule bonne nouvelle. Et les deux se croisent pour moi. Et donc, Guamard et Sadoul, ça va devenir
très franchement les sponsors de Métal Hurlant, parce qu'ils payent cher pour faire une page de pub dans presque tous les numéros, et ça nous sauve bien la vie. J'ai croisé une ou deux fois Jacques Bergier chez Druyer. Alors, en revenant de, je ne sais plus, c'est d'Auschwitz ou de Buchenwald, le dernier camp où il a été, il avait, suite à des tortures, il n'arrivait pas à marcher. Il avançait comme ça. Il y avait un bar-café qui doit être maintenant le Quick Élysée, et comme il vivait dans une espèce de soupente, les caves du bar, du café, c'était là qu'il y avait ses réserves de revues et de livres, toutes ses collections. Et je le croise chez Druyer, et après un jour, indirectement, je ne sais plus par qui, quelqu'un m'a dit, ça y est, Métal Hurlant existe, les Humano publient des livres, il va dire, Jacques Bergier voudrait déjeuner avec toi, il a un projet pour toi. J'y vais. Je vais donc à son restaurant-café où il te demande le menu habituel. Il mangeait toujours pareil, je crois que c'était de la langue sauce grébiche, puis je sais pas quoi derrière et tout. Et il me sort des photos très nettes de soucoupes volantes, des photos très très nettes, truquées ou pas, je ne saurais jamais, de Roswell et des petits hommes verts, des photos des pyramides de Nazca. Alors là, il me fait du Bergier. C'est-à-dire il me dit, vous savez qu'il y a un roman de 1928, paru aux éditions du Masque, où il y a des troupes d'élite allemandes qui s'appellent des SS. J'ai dit, oui, mais je l'ai le roman. Il dit, ah, vous l'avez. Il dit, c'est peut-être pas dans celui-là. En fait, ça, c'était pas vrai. C'était du Bergier. Il me raconte, mais alors, tout à fait rigolo. Il ressemble beaucoup à son personnage chez Hergé. Hein. Il me raconte, il me dit, vous savez, quand je suis sorti, c'est de Buchenwald. Quand je suis sorti de Buchenwald, on savait que je travaillais je m'intéressais beaucoup aux théories depuis Einstein de l'atome, de la fission de l'atome et tout, que je m'y connaissais. Donc les Américains et les Russes sont tous venus me demander de choisir parmi les types, les Allemands qui étaient eux dehors, qui étaient donc des nazis ou des compagnons du nazisme, mais qu'on avait décidé comme savants de ne pas embêter. Ils m'ont demandé de choisir les 5 ou 6 meilleurs savants pour les fusées, la fission de l'atome et tout. Il dit, mais comme moi, je suis pour la paix mondiale, je me suis arrangé pour que chacun d'eux ait un des 2 meilleurs pour les fusées, un des 2 meilleurs pour la fission de l'atome, un des 2 meilleurs pour je ne sais pas quoi. Comme ça faisait un équilibre entre les forces de l'Ouest et les forces russes. Alors, et je dis le livre, il dit ça s'appellera Les Folies Bergier. Oh, je me dis c'est formidable. Ah, Les Folies Bergier. Et puis après, il y a un gros travail à faire sur l'iconographie et tout pour trouver les sources de ces photos. Et là, je vais traîner un peu et Jacques Bergier va nous quitter.